Le vicomte de Bragelonne, partie 18, chapitre 78, où l'on voit enfin reparaître la véritable héroïne de cette histoire. Derrière madame de Saint-Rémy montait mademoiselle de la Vallière. Elle entendit l'explosion de la colère maternelle et comme elle en devinait la cause, elle entra toute tremblante dans la chambre et aperçut le malheureux Malicorne dont la contenance désespérée eût attendri ou égayé quiconque l'eût observé de sang-froid. En effet, il s'était vivement retranché derrière une grande chaise, comme pour éviter les premiers assauts de madame de Saint-Rémy. Il n'espérait pas la fléchir par la parole, car elle parlait plus haut que lui et sans interruption, mais il comptait sur l'éloquence de ses gestes. La vieille dame n'écoutait et ne voyait rien. Malicorne, depuis longtemps, était une de ses antipathies. Mais sa colère était trop grande pour ne pas déborder de Malicorne sur sa complice. Montalais eut son tour. « Et vous, mademoiselle, et vous, comptez-vous que je n'avertirai point madame de ce qui se passe chez une de ses filles d'honneur ?»« Oh, ma mère !» s'écria mademoiselle de la Vallière. « Par grâce, épargnez !»« Taisez-vous, mademoiselle, et ne vous fatiguez pas inutilement à intercéder pour des sujets indignes. Qu'une fille honnête comme vous subisse le mauvais exemple, c'est déjà certes un assez grand malheur, mais qu'elle l'autorise par son indulgence, c'est ce que je ne souffrirai pas. »« Mais, en vérité, dit Montalais, se rebellant enfin, je ne sais pas sous quel prétexte vous me traitez ainsi. Je ne fais point de mal, je suppose. »« Et ce grand fainéant, mademoiselle, reprit madame de Saint-Rémy, montrant Malicorne, est-il ici pour faire le bien ? Je vous le demande. »« Il n'est ici ni pour le bien ni pour le mal, madame. Il vient me voir, voilà tout. »« C'est bien, dit madame de Saint-Rémy. Son Altesse royale sera instruite, et elle jugera. »« En tout cas, je ne vois pas pourquoi, répondit Montalais. Il serait défendu à monsieur Malicorne d'avoir dessein sur moi, si son dessein est honnête. »« Dessein honnête ? Avec une pareille figure !» s'écria madame de Saint-Rémy. « Je vous remercie au nom de ma figure, madame, dit Malicorne. »« Venez, ma fille, venez, continua madame de Saint-Rémy. Allons prévenir madame qu'au moment même où elle pleure un époux, au moment où nous pleurons un maître dans ce vieux château de Blois, ces jours de la douleur, il y a des gens qui s'amusent et se réjouissent. »« Oh !» firent d'un seul mouvement les deux accusés. « Une fille d'honneur ! Une fille d'honneur !» s'écria la vieille dame en levant les mains au ciel. « Eh bien, c'est ce qui vous trompe, madame, dit Montalais exaspéré. Je ne suis plus fille d'honneur, de madame du moins. »« Vous donnez votre démission, mademoiselle ? Très bien, je ne puis qu'applaudir à une telle détermination, et j'y applaudis. Je ne donne point ma démission, madame. Je prends un autre service, voilà tout. »« Dans la bourgeoisie ou dans la robe ? demanda madame de Saint-Rémy avec dédain. »« Apprenez, madame, dit Montalais, que je ne suis point fille à servir des bourgeoises ni des robines, et qu'au lieu de la cour misérable où vous végétez, je vais habiter une cour presque royale. »« Ah ah, une cour royale, dit madame de Saint-Rémy en s'efforçant de rire. Une cour royale. Qu'en pensez-vous, ma fille ? Et elle se retournait vers mademoiselle de la Vallière, qu'elle voulait à toute force entraîner contre Montalais, et qui, au lieu d'obéir à l'impulsion de madame de Saint-Rémy, regardait tantôt sa mère, tantôt Montalais, avec ses beaux yeux conciliateurs. « Je n'ai point dit une cour royale, madame, répondit Montalais, parce que madame Henriette d'Angleterre, qui va devenir la femme de son Altesse royale monsieur, n'est point une reine. J'ai dit presque royale, et j'ai dit juste, puisqu'elle va être la belle-sœur du roi. » La foudre tombant sur le château de Blois n'eut point étourdi madame de Saint-Rémy comme le fit cette dernière phrase de Montalais. « Que parlez-vous de son Altesse royale, madame Henriette ?» balbutia la vieille dame. « Je dis que je vais entrer chez elle comme demoiselle d'honneur. Voilà ce que je dis. »« Comme demoiselle d'honneur !» s'écrièrent à la fois madame de Saint-Rémy avec désespoir et mademoiselle de la Vallière avec joie. « Oui, madame, comme demoiselle d'honneur. »
La vieille dame baissa la tête, comme si le coup eût été trop fort pour elle. Cependant, presque aussitôt, elle se redressa pour lancer un dernier projectile à son adversaire. « Oh oh !» dit-elle, « on parle beaucoup de ces sortes de promesses à l'avance. On se flatte souvent d'espérances folles, et au dernier moment, lorsqu'il s'agit de tenir ses promesses, de réaliser ses espérances, on est tout surpris de se voir réduire en vapeur le grand crédit sur lequel on comptait. Oh, madame, le crédit de mon protecteur, à moi, est incontestable, et ses promesses valent des actes. Et ce protecteur si puissant, serait-ce indiscret de vous demander son nom ? Oh, mon Dieu, non. C'est monsieur que voilà, dit Montalais en montrant Malicorne, qui, pendant toute cette scène, avait conservé le plus imperturbable sang-froid et la plus comique dignité. « Monsieur !» s'écria madame de Saint-Rémy avec une explosion d'hilarité. « Monsieur est votre protecteur ! Cet homme dont le crédit est si puissant, dont les promesses valent des actes, c'est monsieur Malicorne ?» Malicorne salua. Quant à Montalais, pour toute réponse, elle tira le brevet de sa poche et le montrant à la vieille dame. « Voici le brevet, dit-elle. » Pour le coup, tout fut fini. Dès qu'elle eut parcouru du regard le bienheureux parchemin, la bonne dame joignit les mains, une expression indicible d'envie et de désespoir contracta son visage, et elle fut obligée de s'asseoir pour ne point s'évanouir. Montalais n'était point assez méchante pour se réjouir outre mesure de sa victoire et accabler l'ennemi vaincu, surtout lorsque cet ennemi, c'était la mère de son ami. Elle usa donc, mais n'abusa point du triomphe. Malicorne fut moins généreux. Il prit des poses nobles sur son fauteuil et s'étendit avec une familiarité qui, 2 heures plus tôt, lui eût attiré la menace du bâton. « Dame d'honneur de la jeune madame !» répétait madame de Saint-Rémy, encore mal convaincue. « Oui, madame, et par la protection de monsieur Malicorne, encore. »« C'est incroyable !» répétait la vieille dame. « N'est-ce pas, Louise, que c'est incroyable ?» Mais Louise ne répondit pas. Elle était inclinée, rêveuse, presque affligée. Une main sur son beau front, elle soupirait. « Enfin, monsieur, dit tout à coup madame de Saint-Rémy, comment avez-vous fait pour obtenir cette charge ? » « Je l'ai demandé, madame. »« À qui ? » ?»« À un de mes amis. »« Et vous avez des amis assez bien en cour pour vous donner de pareilles preuves de crédit ? » ?»« Dame, il paraît. »« Et peut-on savoir le nom de ces amis ? » ?»« Je n'ai pas dit que j'eusse plusieurs amis, madame. J'ai dit un ami. »« Et cet ami s'appelle ? » ?»« Peste, madame, comme vous y allez. Quand on a un ami aussi puissant que le mien, on ne le produit pas comme cela au grand jour pour qu'on vous le vole. »« Vous avez raison, monsieur, de taire le nom de cet ami, car je crois qu'il vous serait difficile de le dire. »« En tout cas, dit Montalais, si l'ami n'existe pas, le brevet existe, et voilà qui tranche la question. »« Alors, je conçois, dit madame de Saint-Rémy, avec le sourire gracieux du chat qui va griffer. Quand j'ai trouvé monsieur chez vous tout à l'heure, eh bien, il vous apportait votre brevet. Justement, madame, vous avez deviné. Mais c'était on ne peut plus moral, alors. Je le crois, madame. Et j'ai eu tort, à ce qu'il paraît, de vous faire des reproches, mademoiselle. Très grand tort, madame. Mais je suis tellement habituée à vos reproches que je vous les pardonne. En ce cas, allons-nous-en, Louise. Nous n'avons plus qu'à nous retirer. Eh bien ? Madame, fit la Vallière en tressaillant, vous dites ? Tu n'écoutais pas, à ce qu'il paraît, mon enfant ? Non, madame, je pensais. Et à quoi ? À 1000 choses. Tu ne m'en veux pas au moins, Louise, s'écria Montalais, lui pressant la main. Et de quoi t'en voudrais-je, ma chère Aure ? Répondit la jeune fille avec sa voix douce comme une musique. Dame, reprit madame de Saint-Rémy, quand elle vous en voudrait un peu, pauvre enfant, elle n'aurait pas tout à fait tort. Et pourquoi m'en voudrait-elle, bon Dieu ? Il me semble qu'elle est d'aussi bonne famille et aussi jolie que vous. Ma mère, s'écria Louise. Plus jolie 100 fois, madame. De meilleure famille, non. Mais cela ne me dit point pourquoi Louise doit m'en vouloir. Croyez-vous donc que ce soit amusant pour elle de s'enterrer à Blois quand vous allez briller à Paris ?
Mais, madame, ce n'est point moi qui empêche Louise de m'y suivre à Paris. Au contraire, je serais certes bien heureuse qu'elle y vînt. Et il me semble que monsieur Malicorne, qui est tout-puissant à la cour... Ah, tant pis, madame, fit Malicorne. Chacun pour soi, en ce pauvre monde. Malicorne, fit Montalais. Puis, se baissant vers le jeune homme. Occupez madame de Saint-Rémy, soit en disputant, soit en vous raccommodant avec elle. Il faut que je cause avec Louise. Et, en même temps, une douce pression de main récompensait Malicorne de sa future obéissance. Malicorne se rapprocha tout grognant de madame de Saint-Rémy, tandis que Montalais disait à son ami, en lui jetant un bras autour du cou. « Qu'as-tu, voyons? Est-il vrai que tu ne m'aimerais plus parce que je brillerais, comme dit ta mère ?»« Oh non, répondit la jeune fille, retenant à peine ses larmes. Je suis bien heureuse de ton bonheur, au contraire. Heureuse, et l'on dirait que tu es prête à pleurer. Ne pleure-t-on que d'envie? Ah oui, je comprends. Je vais à Paris, et ce mot « Paris » te rappelait certains cavaliers. Or, certains cavaliers qui, autrefois, habitaient Blois et qui aujourd'hui habitent Paris. Je ne sais en vérité ce que j'ai, mais j'étouffe. Pleure alors, puisque tu ne peux pas me sourire. Louise releva son visage si doux que des larmes, roulant l'une après l'autre, illuminaient comme des diamants. « Voyons, avoue, dit Montalais. Que veux-tu que j'avoue? Ce qui te fait pleurer. On ne pleure pas sans cause. Je suis ton ami. Tout ce que tu voudras que je fasse, je le ferai. Malicorne est plus puissant qu'on ne croit, va. Veux-tu venir à Paris? Hélas, fit Louise. Veux-tu venir à Paris? Rester seule ici, dans ce vieux château, moi qui avais cette douce habitude d'entendre tes chansons, de te presser la main, de courir avec vous toutes dans ce parc. Oh, comme je vais m'ennuyer, comme je vais mourir vite. Veux-tu venir à Paris? Louise poussa un soupir. Tu ne réponds pas. Que veux-tu que je te réponde? Oui ou non? Ce n'est pas bien difficile, ce me semble. Oh, tu es bien heureuse, Montalais. Allons, ce qui veut dire que tu voudrais être à ma place? Louise se tut. Petite obstinée, dit Montalais, a-t-on jamais vu avoir des secrets pour une amie? Mais avoue donc que tu voudrais venir à Paris. Avoue donc que tu meurs d'envie de revoir Raoul. Je ne puis avouer cela. Et tu as tort. Pourquoi? Parce que, vois-tu ce brevet? Sans doute que je le vois. Eh bien, je t'en eusse fait avoir un pareil. Par qui? Par Malicorne. Or, dis-tu vrai? Serait-ce possible? Dame, Malicorne est là. Et ce qu'il a fait pour moi, il faudra bien qu'il le fasse pour toi. Malicorne venait d'entendre prononcer 2 fois son nom. Il était enchanté d'avoir une occasion d'en finir avec madame de Saint-Rémy, et il se retourna. « Qu'y a-t-il, mademoiselle ?» « Venez ça, Malicorne, » fit Montalais avec un geste impératif. Malicorne obéit. « Un brevet pareil, » dit Montalais. « Comment cela? Un brevet pareil à celui-ci, c'est clair. Mais il me le faut. »« Oh, oh, il vous le faut? » ?»« Oui. »« Il est impossible, n'est-ce pas, monsieur Malicorne ?» dit Louise avec sa douce voix. « Dame, si c'est pour vous, mademoiselle... »« Pour moi. Oui, monsieur Malicorne, ce serait pour moi. »« Et si mademoiselle de Montalais le demande en même temps que vous... » ?»« Mademoiselle de Montalais ne le demande pas, elle l'exige. »« Eh bien, on verra à vous obéir, mademoiselle. »« Et vous la ferez nommer. »« On tâchera. » Pas de réponse évasive. Louise de la Vallière sera demoiselle d'honneur de madame Henriette avant 8 jours. Comme vous y allez? Avant 8 jours, ou bien, vous reprendrez votre brevet, monsieur Malicorne. Je ne quitte pas mon ami. Cher Montalais. C'est bien, gardez votre brevet. Mademoiselle de la Vallière sera dame d'honneur. Est-ce vrai? C'est vrai. Je puis donc espérer d'aller à Paris? Comptez-y. Oh, monsieur Malicorne, quelle reconnaissance! S'écria Louise en joignant les mains et en bondissant de joie.
Petite dissimulée, dit Montalais, essaye encore de me faire croire que tu n'es pas amoureuse de Raoul. Louise rougit comme la rose de mai, mais au lieu de répondre, elle alla embrasser sa mère. Madame, lui dit-elle, savez-vous que M. Malicorne va me faire nommer demoiselle d'honneur? Monsieur Malicorne est un prince déguisé, répliqua la vieille dame. Il a tous les pouvoirs. Voulez-vous aussi être demoiselle d'honneur? Demanda Malicorne à madame de Saint-Rémy. Pendant que j'y suis, autant que je fasse nommer tout le monde. Et, sur ce, il sortit, laissant la pauvre dame toute déferrée, comme dirait Tallemant des Réaux. Allons, murmura Malicorne en descendant les escaliers. Allons, c'est encore un billet de 1000 livres que cela va me coûter, mais il faut en prendre son parti. Mon ami Manicamp ne fait rien pour rien. Chapitre 79. Malicorne et Manicamp. L'introduction de ces deux nouveaux personnages dans cette histoire et cette affinité mystérieuse de noms et de sentiments mérite quelque attention de la part de l'historien et du lecteur. Nous allons donc entrer dans quelques détails sur M. Malicorne et sur M. de Manicamp. Malicorne, on le sait, avait fait le voyage d'Orléans pour aller chercher ce brevet destiné à mademoiselle de Montalais et dont l'arrivée venait de produire une si vive sensation au château de Blois. C'est qu'à Orléans se trouvait pour le moment M. de Manicamp. Singulier personnage s'il en fut, que ce M. de Manicamp. Garçon de beaucoup d'esprit, toujours à sec, toujours besogneux, bien qu'il puisât à volonté dans la bourse de M. le comte de Guiche, l'une des bourses les mieux garnies de l'époque. C'est que M. le comte de Guiche avait eu pour compagnon d'enfance de Manicamp, pauvre gentillâtre vassal né des Grammont. C'est que M. de Manicamp, avec son esprit, s'était créé un revenu dans l'opulente famille du maréchal. Dès l'enfance, il avait, par un calcul fort au-dessus de son âge, prêté son nom et sa complaisance aux folies du comte de Guiche. Son noble compagnon avait-il dérobé un fruit destiné à madame la maréchale, avait-il brisé une glace, éborgné un chien, de Manicamp se déclarait coupable du crime commis et recevait la punition, qui n'en était pas plus douce, pour tomber sur l'innocent. Mais aussi, ce système d'abnégation lui était payé. Au lieu de porter des habits médiocres, comme la fortune paternelle lui en faisait une loi, il pouvait paraître éclatant, superbe, comme un jeune seigneur de 50 000 livres de revenus. Ce n'est point qu'il fût vil de caractère ou humble d'esprit, non, il était philosophe, ou plutôt il avait l'indifférence, l'apathie et la rêverie qui éloignent chez l'homme tout sentiment du monde hiérarchique. Sa seule ambition était de dépenser de l'argent, mais sous ce rapport, c'était un gouffre que ce bon monsieur de Manicamp. 3 ou 4 fois régulièrement par année, il épuisait le comte de Guiche, et, quand le comte de Guiche était bien épuisé, qu'il avait retourné ses poches et sa bourse devant lui, et déclaré qu'il fallait au moins 15 jours à la munificence paternelle pour remplir bourse et poche, de Manicamp perdait toute son énergie. Il se couchait, restait au lit, ne mangeait plus, et vendait ses beaux habits sous prétexte que, restant couché, il n'en avait plus besoin. Pendant cette prostration de force et d'esprit, la bourse du comte de Guiche se remplissait, et, une fois remplie, débordait dans celle de Manicamp, qui rachetait de nouveaux habits, se rhabillait et recommençait la même vie qu'auparavant. Cette manie de vendre ses habits neufs le quart de ce qu'ils valaient avait rendu notre héros assez célèbre dans Orléans, ville où, en général, nous serions fort embarrassés de dire pourquoi il venait passer ses jours de pénitence. Les débauchés de province, les petits maîtres à 600 livres par an, se partageaient les bribes de son opulence. Parmi les admirateurs de ses splendides toilettes brillait notre ami Malicorne, fils d'un syndic de la ville, à qui M. le prince de Condé, toujours besogneux comme un Condé, empruntait souvent de l'argent à gros intérêts. M. Malicorne tenait la caisse paternelle, c'est-à-dire qu'en ce temps de facile morale, il se faisait de son côté, en suivant l'exemple de son père et en prêtant à la petite semaine, un revenu de 1800 livres, sans compter 600 autres livres que fournissait la générosité du syndic, de sorte que Malicorne était le roi des raffinés d'Orléans, ayant 2400 livres à dilapider, à gaspiller, à éparpiller en folies de tout genre. Mais, tout au contraire de Manicamp,
Malicorne était effroyablement ambitieux. Il aimait par ambition, il dépensait par ambition, il se fut ruiné par ambition. Malicorne avait résolu de parvenir à quelque prix que ce fût, et pour cela, à quelque prix que ce fût, il s'était donné une maîtresse et un ami. La maîtresse, mademoiselle de Montalais, lui était cruelle dans les dernières faveurs de l'amour, mais c'était une fille noble, et cela suffisait à Malicorne. L'ami n'avait pas d'amitié, mais c'était le favori du comte de Guiche, ami lui-même de monsieur, frère du roi, et cela suffisait à Malicorne. Seulement, au chapitre des charges, mademoiselle de Montalais coûtait par an, rubans, gants et sucreries, 1 000 livres. De Manicamp coûtait, argent prêté et jamais rendu, de 12 à 1500 livres par an. Il ne restait donc rien à Malicorne. Ah, si fait, nous nous trompons. Il lui restait la caisse paternelle. Il usa d'un procédé sur lequel il garda le plus profond secret et qui consistait à s'avancer à lui-même, sur la caisse du syndic, une demi-douzaine d'années, c'est-à-dire une 15 000 livres, se jurant bien entendu, à lui-même, de combler ce déficit aussitôt que l'occasion s'en présenterait. L'occasion devait être la concession d'une belle charge dans la maison de monsieur, quand on montrait cette maison à l'époque de son mariage. Cette époque était venue, et l'on allait enfin monter la maison. Une bonne charge chez un prince du sang, lorsqu'elle est donnée par le crédit et sur la recommandation d'un ami tel que le comte de Guiche, c'est au moins 12 000 livres par an, et, moyennant cette habitude qu'avait prise Malicorne de faire fructifier ses revenus, 12 000 livres pouvaient s'élever à 20. Alors, une fois titulaire de cette charge, Malicorne épouserait mademoiselle de Montalais. Mademoiselle de Montalais, d'une famille où le ventre anoblissait, non seulement serait dotée, mais encore énoblissait Malicorne. Mais pour que mademoiselle de Montalais, qui n'avait pas grande fortune patrimoniale, quoiqu'elle fût fille unique, fût convenablement dotée, il fallait qu'elle appartînt à quelque grande princesse, aussi prodigue que madame Douairière était avare. Et afin que la femme ne fût point d'un côté pendant que le mari serait de l'autre, situation qui présente de graves inconvénients, surtout avec des caractères comme étaient ceux des futurs conjoints, Malicorne avait imaginé de mettre le point central de réunion dans la maison même de monsieur, frère du roi. Mademoiselle de Montalais serait fille d'honneur de madame. Monsieur Malicorne serait officier de monsieur. On voit que le plan venait d'une bonne tête. On voit aussi qu'il avait été bravement exécuté. Malicorne avait demandé à Manicamp de demander au comte de Guiche un brevet de fille d'honneur. Et le comte de Guiche avait demandé ce brevet à monsieur, lequel l'avait signé sans hésitation. Le plan moral de Malicorne, car on pense bien que les combinaisons d'un esprit aussi actif que le sien ne se bornaient point au présent et s'étendaient à l'avenir, le plan moral de Malicorne, disons-nous, était celui-ci. Faire entrer chez madame Henriette une femme dévouée à lui, spirituelle, jeune, jolie et intrigante. Savoir, par cette femme, tous les secrets féminins du jeune ménage, tandis que lui, Malicorne, et son ami Manicamp sauraient, à eux deux, tous les mystères masculins de la jeune communauté. C'était par ces moyens qu'on arriverait à une fortune rapide et splendide à la fois. Malicorne était un vilain nom. Celui qui le portait avait trop d'esprit pour se dissimuler cette vérité. Mais on achetait une terre et Malicorne de quelque chose, ou même de Malicorne tout court, sonnait fort noblement à l'oreille. Il n'était pas invraisemblable que l'on pût trouver à ce nom de Malicorne une origine des plus aristocratiques. En effet, ne pouvait-il pas venir d'une terre où un taureau aux cornes mortelles aurait causé quelque grand malheur et baptisé le sol avec le sang qu'il aurait répandu ? Certes, ce plan se présentait hérissé de difficultés, mais la plus grande de toutes, c'était mademoiselle de Montalais elle-même. Capricieuse, variable, sournoise, étourdie, libertine, prude, vierge armée de griffes, érigone barbouillée de raisins, elle renversait parfois d'un seul coup de ses doigts blancs ou d'un seul souffle de ses lèvres riantes l'édifice que la patience de Malicorne avait mis 1 mois à établir. Amour à part, Malicorne était heureux, mais cet amour qu'il ne pouvait s'empêcher de ressentir, il avait la force de le cacher avec soin, persuadé qu'au moindre relâchement de ses liens, dont il avait garrotté son protée femelle, le démon le terrasserait et se moquerait de lui. Il humiliait sa maîtresse en la dédaignant.
Brûlant de désir quand elle s'avançait pour le tenter, il avait l'art de paraître de glace, persuadé que, s'il ouvrait ses bras, elle s'enfuirait en le raillant. De son côté, Montalais croyait ne pas aimer Malicorne, et, tout au contraire, elle l'aimait. Malicorne lui répétait si souvent ses protestations d'indifférence qu'elle finissait de temps en temps par y croire, et alors elle croyait détester Malicorne. Voulait-elle le ramener par la coquetterie, Malicorne se faisait plus coquet qu'elle. Mais ce qui faisait que Montalais tenait à Malicorne d'une indissoluble façon, c'est que Malicorne était toujours bourré de nouvelles fraîches apportées de la cour et de la ville. C'est que Malicorne apportait toujours à Blois une mode, un secret, un parfum. C'est que Malicorne ne demandait jamais un rendez-vous, et tout au contraire, se faisait supplier pour recevoir des faveurs qu'il brûlait d'obtenir. De son côté, Montalais n'était pas avare d'histoire. Par elle, Malicorne savait tout ce qui se passait chez Madame Douairière, et il en faisait à Manicamp des contes à mourir de rire, que celui-ci, par paresse, portait tout fait à Monsieur de Guiche, qui les portait à Monsieur. Voilà en 2 mots quelle était la trame de petits intérêts et de petites conspirations qui unissaient Blois à Orléans et Orléans à Paris, et qui allaient amener dans cette dernière ville, où elle devait produire une si grande révolution, la pauvre petite Lavallière, qui était bien loin de se douter, en s'en retournant toute joyeuse au bras de sa mère, à quel étrange avenir elle était réservée. Quant au bonhomme Malicorne, nous voulons parler du syndic d'Orléans, il ne voyait pas plus clair dans le présent que les autres dans l'avenir, et ne se doutait guère, en promenant tous les jours de 3 à 5 heures après son dîner sur la place Sainte-Catherine, son habit gris taillé sous Louis XIII et ses souliers de drap à grosses bouffettes, que c'était lui qui payait tous ses éclats de rire, tous ses baisers furtifs, tous ses chuchotements, toute cette rubannerie et tous ces projets soufflés qui faisaient une chaîne de 45 lieues du palais de Blois au palais royal. Chapitre 80. Manicamp et Malicorne. Donc, Malicorne partit, comme nous l'avons dit, et alla trouver son ami Manicamp en retraite momentanée dans la ville d'Orléans. C'était juste au moment où ce jeune seigneur s'occupait de vendre le dernier habit un peu propre qui lui resta. Il avait, 15 jours auparavant, tiré du comte de Guiche 100 pistoles, les seuls qui pussent l'aider à se mettre en campagne pour aller au-devant de madame qui arrivait au Havre. Il avait tiré de Malicorne, 3 jours auparavant, 50 pistoles, prix du brevet obtenu pour Montalais. Il ne s'attendait donc plus à rien, ayant épuisé toutes les ressources, sinon à vendre un bel habit de drap et de satin, tout brodé et passementé d'or, qui avait fait l'admiration de la cour. Mais, pour être en mesure de vendre cet habit, le dernier qui lui resta, comme nous avons été forcés de l'avouer au lecteur, Manicamp avait été obligé de prendre le lit. Plus de feu, plus d'argent de poche, plus d'argent de promenade, plus rien que le sommeil pour remplacer les repas, les compagnies et les bals. On a dit « qui dort dîne », mais on n'a pas dit « qui dort joue » ou « qui dort danse ». Manicamp, réduit à cette extrémité de ne plus jouer ou de ne plus danser de 8 jours au moins, était donc fort triste. Il attendait un usurier et vit entrer Malicorne. Un cri de détresse lui échappa. « Eh bien, dit-il d'un ton que rien ne pourrait rendre, c'est encore vous, cher ami ?»« Bon, vous êtes poli, dit Malicorne. Ah, voyez-vous, c'est que j'attendais de l'argent, et au lieu d'argent, vous arrivez. Et si je vous en apportais, de l'argent ? Oh, alors, c'est autre chose. Soyez le bienvenu, cher ami. Et il tendit la main, non pas à la main de Malicorne, mais à sa bourse. Malicorne fit semblant de s'y tromper et lui donna la main. « Et l'argent ? fit Manicamp. « Mon cher ami, si vous voulez l'avoir, gagnez-le. Que faut-il faire pour cela ? Le gagner, parbleu. Et de quelle façon ? Oh, c'est rude, je vous en avertis. Diable ! Il faut quitter le lit et aller trouver sur-le-champ monsieur le comte de Guiche. Moi ? Me lever ? fit Manicamp en se détirant voluptueusement dans son lit. Oh, non pas. Vous avez donc vendu tous vos habits ? Non, il m'en reste un, le plus beau même. Mais j'attends l'acheteur.
Et des chausses ? Il me semble que vous les voyez sur cette chaise. Eh bien, puisqu'il vous reste des chausses et un pourpoint, chaussez les unes et endossez l'autre. Faites seller un cheval et mettez-vous en chemin. Point du tout. Pourquoi cela ? Morbleu, vous ne savez donc pas que M. de Guiche est à Étampes ? Non ? Je le croyais à Paris, moi. Vous n'aurez que 15 lieues à faire au lieu de 30. Vous êtes charmant. Si je fais 15 lieues avec mon habit, il ne sera plus mettable, et au lieu de le vendre 30 pistoles, je serai obligé de le donner pour 15. Donnez-le pour ce que vous voudrez, mais il me faut une seconde commission de fille d'honneur. Bon, pour qui ? La Montalet est donc double ? Méchant homme, c'est vous qui l'êtes. Vous engloutissez 2 fortunes, la mienne et celle de monsieur le comte de Guiche. Vous pourriez bien dire celle de monsieur de Guiche et la vôtre. C'est juste. À tout seigneur, tout honneur. Mais j'en reviens à mon brevet. Et vous avez tort. Prouvez-moi cela. Mon ami, il n'y aura que 12 filles d'honneur pour madame. J'ai déjà obtenu pour vous ce que 12 sans femmes se disputent, et pour cela, il m'a fallu déployer une diplomatie. Oui, je sais que vous avez été héroïque, cher ami. On sait les affaires, dit Manicamp. À qui le dites-vous ? Aussi, quand je serai roi, je vous promets une chose. Laquelle ? De vous appeler Malicorne Ier ? Non, de vous faire surintendant de mes finances. Mais ce n'est point de cela qu'il s'agit. Malheureusement, il s'agit de me procurer une seconde charge de fille d'honneur. Mon ami, vous me promettriez le ciel que je ne me dérangerais pas dans ce moment-ci. Malicorne fit sonner sa poche. Il y a là 20 pistoles, dit Malicorne. Et que voulez-vous faire de 20 pistoles, mon Dieu ? Eh, dit Malicorne un peu fâché, quand ce ne serait que pour les ajouter aux 500 que vous me devez déjà. Vous avez raison, reprit Manicamp en tendant de nouveau la main, et sous ce point de vue, je puis les accepter. Donnez-les-moi. Un instant, que diable ? Il ne s'agit pas seulement de tendre la main. Si je vous donne les 20 pistoles, aurai-je le brevet ? Sans doute. Bientôt ? Aujourd'hui ? Oh, prenez garde, monsieur de Manicamp, vous vous engagez beaucoup, et je ne vous en demande pas si long. 30 lieues en un jour, c'est trop, et vous vous tueriez. Pour obliger un ami, je ne trouve rien d'impossible. Vous êtes héroïque. Où sont les 20 pistoles ? Les voici, fit Malicorne en les montrant. Bien. Mais, mon cher monsieur Manicamp, vous allez les dévorer rien qu'en chevaux de poste. Non pas, soyez tranquille. Pardonnez-moi. 15 lieues d'ici à Étampes. 14. Soit, 14 lieues font 7 postes. À 20 sous la poste, 7 livres. 7 livres du courrier, 14. Autant pour revenir, 28. Coucher et souper autant. C'est une 60aine de livres que vous coûtera cette complaisance. Manicamp s'allongea comme un serpent dans son lit, et fixant ses 2 grands yeux sur Malicorne, « Vous avez raison, dit-il, je ne pourrai pas revenir avant demain. » Et il prit les 20 pistoles. « Alors, partez. Puisque je ne pourrai revenir que demain, nous avons le temps. » « Le temps de quoi faire ? Le temps de jouer. » « Que voulez-vous jouer ? Vos 20 pistoles, pardieu. Non pas, vous gagnerez toujours. Je vous les gage, alors. Contre quoi ? Contre 20 autres. Et quel sera l'objet du pari ? Voici, nous avons dit 14 lieues pour aller à Étampes. Oui. 14 lieues pour revenir. Oui. Par conséquent, 28 lieues. Sans doute. Pour ces 28 lieues, vous m'accordez bien 14 heures. Je vous les accorde. 1 heure pour trouver le comte de Guiche, soit, et 1 heure pour lui faire écrire la lettre à monsieur. À merveille. 16 heures en tout. Vous comptez comme monsieur Colbert. Il est midi et demi. Tiens, vous avez une belle montre. Vous disiez, fit Malicorne en remettant sa montre dans son gousset. Ah, c'est vrai, je vous offrais de vous gagner 20 pistoles contre celles que vous m'avez prêtées, que vous aurez la lettre du comte de Guiche dans... Dans combien ? Dans 8 heures. Avez-vous un cheval ailé ? Cela me regarde. Pariez-vous toujours ? J'aurai la lettre du comte dans 8 heures ? Oui. Signé ? Oui. En main ? En main. Eh bien, soit. Je parie, dit Malicorne, curieux de savoir comment son vendeur d'habits se tirerait de là.
Est-ce dit ? C'est dit. Passez-moi la plume, l'encre et le papier. Voici. Ah ! Manicamp se souleva avec un soupir et s'accoudant sur son bras gauche, de sa plus belle écriture, il traça les lignes suivantes. Bon pour une charge de fille d'honneur de madame, que monsieur le comte de Guiche se chargera d'obtenir à première vue. De Manicamp. Ce travail pénible accompli, Manicamp se recoucha tout de son long. « Eh bien, demanda Malicorne, qu'est-ce que cela veut dire ? » Cela veut dire que si vous êtes pressé d'avoir la lettre du comte de Guiche pour monsieur, j'ai gagné mon pari. Comment cela ? C'est limpide, ce me semble. Vous prenez ce papier. Oui. Vous partez à ma place. Ah. Vous lancez vos chevaux à fond de train. Bon. Dans 6 heures, vous êtes à Étampes. Dans 7 heures, vous avez la lettre du comte. Et j'ai gagné mon pari sans avoir bougé de mon lit, ce qui m'accommode tout à la fois, et vous aussi, j'en suis bien sûre. Décidément, Manicamp, vous êtes un grand homme. Je le sais bien. Je pars donc pour Étampes. Vous partez. Je vais trouver le comte de Guiche avec ce bon. Il vous en donne un pareil pour monsieur. Je pars pour Paris. Vous allez trouver monsieur avec le bon du comte de Guiche. Monsieur approuve ? À l'instant même. Et j'ai mon brevet. Vous l'avez. Ah. J'espère que je suis gentil, hein ? Adorable. Merci. Vous faites donc du comte de Guiche tout ce que vous voulez, mon cher Manicamp ? Tout, excepté de l'argent. Diable, l'exception est fâcheuse. Mais enfin, si au lieu de lui demander de l'argent, vous lui demandiez... Quoi ? Quelque chose d'important. Qu'appelez-vous important ? Enfin, si un de vos amis vous demandait un service. Je ne lui rendrai pas. Égoïste. Ou du moins, je lui demanderai quel service il me rendra en échange. À la bonne heure. Eh bien, cet ami vous parle. C'est vous, Malicorne ? C'est moi. Ah, ça, vous êtes donc bien riche. J'ai encore 50 pistoles. Juste la somme dont j'ai besoin. Où sont ces 50 pistoles ? Là, dit Malicorne en frappant sur son gousset. Alors, parlez, mon cher. Que vous faut-il ? Malicorne reprit l'encre, la plume et le papier, et présenta le tout à Manicamp. « Écrivez, lui dit-il. »« Dictez. »« Bon pour une charge dans la maison de monsieur. »« Oh !» fit Manicamp en levant la plume. « Une charge dans la maison de monsieur pour 50 pistoles ? Vous avez mal entendu, mon cher. »« Comment avez-vous dit ? » ?»« J'ai dit 500. »« Et les 500 ? » ?»« Les voilà. » Manicamp dévora des yeux le rouleau, mais cette fois, Malicorne le tenait à distance. « Ah, qu'en dites-vous ? 500 pistoles. »« Je dis que c'est pour rien, mon cher, dit Manicamp en reprenant la plume, et que vous userez mon crédit. »« Dictez. » Malicorne continua. « Que mon ami le comte de Guiche obtiendra de monsieur pour mon ami Malicorne. »« Voilà, dit Manicamp. »« Pardon, vous avez oublié de signer. »« Ah, c'est vrai. Les 500 pistoles ? » ?»« En voilà 250. »« Et les 250 autres ? » ?»« Quand je tiendrai ma charge. » Manicamp fit la grimace. « En ce cas, rendez-moi la recommandation, dit-il. »« Pourquoi faire ? » ?»« Pour que j'y ajoute un mot. »« Un mot ? » ?»« Oui, un seul. »« Lequel ? » ?»« Pressé. » Malicorne rendit la recommandation. Manicamp ajouta le mot. « Bon, » fit Malicorne en reprenant le papier. Manicamp se mit à compter les pistoles. « Il en manque 20, dit-il. »« Comment cela ? » ?»« Les 20 que j'ai gagnés. »« Où ? » ?»« En pariant que vous auriez la lettre du duc de Guiche dans 8 heures. »« C'est juste. » Et il lui donna les 20 pistoles. Manicamp se mit à prendre son or à pleines mains et le fit pleuvoir en cascade sur son lit. « Voilà une seconde charge, » murmurait Malicorne en faisant sécher son papier, qui, au premier abord, paraît me coûter plus que la première, mais... Il s'arrêta, prit à son tour la plume et écrivit à Montalais. « Mademoiselle, annoncez à votre amie que sa commission ne peut tarder à lui arriver. Je pars pour la faire signer. C'est 86 lieues que j'aurais faites pour l'amour de vous. » Puis, avec son sourire de démon, reprenant la phrase interrompue, «
Voilà, dit-il, une charge qui, au premier abord, paraît me coûter plus cher que la première. Mais le bénéfice sera, je l'espère, dans la proportion de la dépense. Et mademoiselle de la Vallière me rapportera plus que mademoiselle de Montalet, ou bien, je ne m'appelle plus Malicorne. Adieu, Manican. Et il sortit. Chapitre 81. La cour de l'hôtel Grammont. Lorsque Malicorne arriva à Étampes, il apprit que le comte de Guiche venait de partir pour Paris. Malicorne prit 2 heures de repos et s'apprêta à continuer son chemin. Il arriva dans la nuit à Paris, descendit à un petit hôtel dont il avait l'habitude lors de ses voyages dans la capitale. Et le lendemain, à 8 heures, il se présenta à l'hôtel Grammont. Il était temps que Malicorne arrivât. Le comte de Guiche se préparait à faire ses adieux à monsieur afin de partir pour le Havre, où l'élite de la noblesse française allait chercher madame à son arrivée d'Angleterre. Malicorne prononça le nom de Manican et fut introduit à l'instant même. Le comte de Guiche était dans la cour de l'hôtel Grammont, visitant ses équipages que des piqueurs et des écuyers faisaient passer en revue devant lui. Le comte louait ou blâmait devant ses fournisseurs et ses gens les habits, les chevaux et les harnais qu'on venait de lui apporter, lorsqu'au milieu de cette importante occupation, on lui jeta le nom de Manican. « Manican » s'écria-t-il. « Qu'il entre, parbleu, qu'il entre !» Et il fit 4 pas vers la porte. Malicorne se glissa par cette porte demi-ouverte et, regardant le comte de Guiche, surpris de voir un visage inconnu en place de celui qui l'attendait. « Pardon, monsieur le comte, dit-il, mais je crois qu'on a fait erreur. On vous a annoncé Manican lui-même, et ce n'est que son envoyé. »« Ah, fit de Guiche un peu refroidi. Et vous m'apportez ? » ?»« Une lettre, monsieur le comte. » Malicorne présenta le premier bon et observa le visage du comte. Celui-ci lut et se mit à rire. « Encore, dit-il, encore une fille d'honneur ? Ah ça, mais ce drôle de Manican protège donc toutes les filles d'honneur de France ?» Malicorne salua. « Et pourquoi ne vient-il pas lui-même ? demanda-t-il. « Il est au lit. »« Oh, diable, il n'a donc pas d'argent ?» De Guiche haussa les épaules. « Mais qu'en fait-il donc de son argent ?» Malicorne fit un mouvement qui voulait dire que, sur cet article-là, il était aussi ignorant que le comte. « Alors qu'il use de son crédit, » continua de Guiche. « Ah, mais c'est que je crois une chose. »« Laquelle ? » ?»« C'est que Manican n'a de crédit qu'auprès de vous, monsieur le comte. »« Mais alors, il ne se trouvera donc pas au Havre ?» Autre mouvement de Malicorne. « C'est impossible, et tout le monde y sera. J'espère, monsieur le comte, qu'il ne négligera point une si belle occasion. Il devrait déjà être à Paris. Il prendra la traverse pour regagner le temps perdu. Et où est-il ? À Orléans. Monsieur, dit de Guiche en saluant, vous me paraissez homme de bon goût. Malicorne avait l'habit de Manican. Il salua à son tour. Vous me faites grand honneur, monsieur, dit-il. À qui ai-je le plaisir de parler ? Je me nomme Malicorne, monsieur. Monsieur de Malicorne, comment trouvez-vous les fontes de ces pistolets ? Malicorne était homme d'esprit. Il comprit la situation. D'ailleurs, le « de » mis avant son nom venait de l'élever à la hauteur de celui qui lui parlait. Il regarda les fontes en connaisseur et, sans hésiter, « Un peu lourde, monsieur, dit-il. »« Vous voyez, fit de Guiche au sellier, monsieur, qui est homme de goût, trouve vos fontes lourdes. Que vous avais-je dit tout à l'heure ? » Le sellier s'excusa. « Et ce cheval, qu'en dites-vous ? demanda de Guiche. « C'est encore une emplette que je viens de faire. »« À la vue, il me paraît parfait, monsieur le comte. Mais il faudrait que je le montasse pour vous en dire mon avis. »« Eh bien, montez-le, monsieur de Malicorne, et faites-lui faire 2 ou 3 fois le tour du manège. » La cour de l'hôtel était en effet disposée de manière à servir de manège en cas de besoin. Malicorne, sans embarras, assembla la bride et le bridon, prit la crinière de la main gauche, plaça son pied à l'étrier, s'enleva et se mit en selle. La première fois, il fit faire au cheval le tour de la cour au pas. La seconde fois, au trot. Et la 3e fois, en galop.
Puis il s'arrêta près du comte, mit pied à terre et jeta la bride aux mains d'un palefrenier. « Eh bien, dit le comte, qu'en pensez-vous, monsieur de Malicorne ?»« Monsieur le comte, fit Malicorne, ce cheval est de la race Mecklembourgeoise. En regardant si le mort reposait bien sur les branches, j'ai vu qu'il prenait 7 ans. C'est l'âge auquel il faut préparer le cheval de guerre. L'avant-main est léger. Cheval à tête plate, dit-on, ne fatigue jamais la main du cavalier. Le garrot est un peu bas. L'avalement de la croupe me ferait douter de la pureté de la race allemande. Il doit avoir du sang anglais. L'animal est droit sur ses aplombs, mais il chasse au trot. Il doit se couper. Attention à la ferrure. Il est au reste maniable. Dans les voltes et les changements de pied, je lui ai trouvé les aides fines. « Bien jugé, monsieur de Malicorne, fit le comte. Vous êtes connaisseur. » Puis, se retournant vers le nouvel arrivé, « Vous avez là un habit charmant, dit De Guiche à Malicorne. Il ne vient pas de province, je présume. On ne taille pas dans ce goût-là à Tours ou à Orléans. »« Non, monsieur le comte, cet habit vient en effet de Paris. »« Oui, cela se voit, mais retournons à notre affaire. Manicamp veut donc faire une seconde fille d'honneur. Vous voyez ce qu'il vous écrit, monsieur le comte. Qui était la première, déjà ?» Malicorne sentit le rouge lui monter au visage. « Une charmante fille d'honneur, se hâta-t-il de répondre. Mademoiselle de Montalet. »« Ah, vous la connaissez, monsieur ?»« Oui, c'est ma fiancée. Ou à peu près. »« C'est autre chose, alors. 1000 compliments !» s'écria De Guiche, sur les lèvres duquel voltigeait déjà une plaisanterie de courtisan, et que ce titre de fiancée donné par Malicorne à mademoiselle de Montalet rappela au respect des femmes. « Et le second brevet, pour qui est-ce » demanda De Guiche. « Est-ce pour la fiancée de Manicamp ? En ce cas, je la plains. Pauvre fille, elle aura pour mari un méchant sujet. »« Non, monsieur le comte, le second brevet est pour mademoiselle Labaume Leblanc de la Vallière. »« Inconnu, fit De Guiche. »« Inconnu ? Oui, monsieur, fit Malicorne en souriant à son tour. « Bon, je vais en parler à monsieur. À propos, elle est demoiselle ? » ?»« De très bonne maison, fille d'honneur de madame Douairière. »« Très bien. Voulez-vous m'accompagner chez monsieur ? » ?»« Volontiers, si vous me faites cet honneur. »« Avez-vous votre carrosse ? » ?»« Non, je suis venu à cheval. »« Avec cet habit ? » ?»« Non, monsieur, j'arrive d'Orléans en poste, et j'ai changé mon habit de voyage contre celui-ci pour me présenter chez vous. »« Ah, c'est vrai, vous m'avez dit que vous arriviez d'Orléans. » Et il fourra, en la froissant, la lettre de Manicamp dans sa poche. « Monsieur, dit timidement Malicorne, je crois que vous n'avez pas tout lu. »« Comment ? Je n'ai pas tout lu. »« Non, il y avait 2 billets dans la même enveloppe. »« Ah, vous êtes sûr ? » ?»« Oh, très sûr. »« Voyons donc. » Et le comte rouvrit le cachet. « Ah, fit-il, c'est ma foi vrai. » Et il déplia le papier qu'il n'avait pas encore lu. « Je m'en doutais, dit-il. Un autre bon pour une charge chez monsieur. Oh, mais c'est un gouffre que ce Manicamp. Oh, le scélérat, il en fait donc commerce ? » ?»« Non, monsieur le comte, il veut en faire don. »« À qui ? » ?»« À moi, monsieur. »« Mais que ne disiez-vous cela tout de suite, mon cher monsieur de mauvaise corne ? » ?»« Malicorne. »« Ah, pardon, c'est le latin qui me brouille, l'affreuse habitude des étymologies. Pourquoi diantre fait-on apprendre le latin aux jeunes gens de famille ? Mala, mauvaise. Vous comprenez, c'est tout un. Vous me pardonnez, n'est-ce pas, monsieur de Malicorne ? Votre bonté me touche, monsieur, mais c'est une raison pour que je vous dise une chose tout de suite. »« Quelle chose, monsieur ? » ?»« Je ne suis pas gentilhomme. J'ai bon cœur, un peu d'esprit, mais je m'appelle Malicorne tout court. »« Eh bien, s'écria De Guiche en regardant la malicieuse figure de son interlocuteur, vous me faites l'effet, monsieur, d'un aimable homme. J'aime votre figure, monsieur Malicorne. Il faut que vous ayez de furieusement bonnes qualités pour avoir plu à cet égoïste de Manicamp. Soyez franc, vous êtes quelque saint descendu sur la terre ? Pourquoi cela ? Morbleu, pour qu'il vous donne quelque chose. N'avez-vous pas dit qu'il voulait vous faire don d'une charge chez le roi ? Pardon, monsieur le comte, si j'obtiens cette charge, ce n'est point lui qui me l'aura donnée, c'est vous. Et puis, il ne vous l'aura peut-être pas donnée pour rien tout à fait.
monsieur le comte. Attendez donc, il y a un Malicorne à Orléans. Parbleu, c'est cela qui prête de l'argent à monsieur le prince. Je crois que c'est mon père, monsieur. Ah, voilà, monsieur le prince a le père et cet affreux dévorateur de Manicamp a le fils. Prenez garde, monsieur, je le connais. Il vous rongera, mordieu, jusqu'aux os. Seulement, je prête sans intérêt, moi, monsieur, dit en souriant Malicorne. Je disais bien que vous étiez un saint ou quelque chose d'approchant, monsieur Malicorne. Vous aurez votre charge, ou j'y perdrai mon nom. Oh, monsieur le comte, quelle reconnaissance, dit Malicorne, transporté. Allons chez le prince, mon cher monsieur Malicorne, allons chez le prince. Et De Guiche se dirigea vers la porte en faisant signe à Malicorne de le suivre. Mais au moment où ils allaient en franchir le seuil, un jeune homme apparut de l'autre côté. C'était un cavalier de 24 à 25 ans, au visage pâle, aux lèvres minces, aux yeux brillants, aux cheveux et aux sourcils bruns. « Eh, bonjour !» dit-il tout à coup en repoussant pour ainsi dire Guiche dans l'intérieur de la cour. « Ah, vous ici, De Wardes, vous, botté, éperonné et le fouet à la main. C'est la tenue qui convient à un homme qui part pour le Havre. Demain, il n'y aura plus personne à Paris. » Et le nouveau venu salua cérémonieusement Malicorne, à qui son bel habit donnait des airs de prince. « Monsieur Malicorne, dit De Guiche à son ami. De Wardes salua. « Monsieur De Wardes, dit De Guiche à Malicorne. Malicorne salua à son tour. « Voyons, De Wardes, continua De Guiche, dites-nous cela, vous qui êtes à l'affût de ces sortes de choses. Quelle charge y a-t-il encore à donner à la cour, ou plutôt dans la maison de monsieur ?» Dans la maison de monsieur, dit De Wardes en levant les yeux en l'air pour chercher. Attendez donc. Celle de grand écuyer, je crois. Oh, s'écria Malicorne, ne parlons point de pareil poste, monsieur. Mon ambition ne va pas au quart du chemin. De Wardes avait le coup d'œil plus défiant que De Guiche. Il devina tout de suite Malicorne. Le fait est, dit-il en le toisant, que pour occuper cette charge, il faut être duc et pair. Tout ce que je demande, moi, dit Malicorne, c'est une charge très humble. Je suis peu et ne m'estime point au-dessus de ce que je suis. Monsieur Malicorne, que vous voyez, dit De Guiche à De Wardes, est un charmant garçon qui n'a d'autre malheur que de ne pas être gentilhomme. Mais, vous le savez, moi, je fais peu de cas de l'homme qui n'est que gentilhomme. D'accord, dit De Wardes, mais seulement je vous ferai observer, mon cher comte, que, sans qualité, on ne peut raisonnablement espérer d'entrer chez monsieur. C'est vrai, dit le comte, l'étiquette est formelle. Diable, diable, nous n'avions pas pensé à cela. Hélas, voilà un grand malheur pour moi, dit Malicorne en pâlissant légèrement. Un grand malheur, monsieur le comte. Mais qui n'est pas sans remède, j'espère, répondit De Guiche. Pardieu, s'écria De Wardes, le remède est tout trouvé. On vous fera gentilhomme, mon cher monsieur. Son éminence le cardinal Mazarini ne faisait pas autre chose du matin au soir. Paix, De Wardes, dit le comte, pas de mauvaises plaisanteries. Ce n'est point entre nous qu'il convient de plaisanter de la sorte. La noblesse peut s'acheter, c'est vrai, mais c'est un assez grand malheur pour que les nobles n'en rient pas. Ma foi, tu es bien puritain, comme disent les Anglais. Monsieur le vicomte de Bragelonne, annonça un valet dans la cour, comme il eût fait dans un salon. Ah, cher Raoul, viens donc, tout botté aussi, tout éperonné aussi. Tu pars donc ? Bragelonne s'approcha du groupe de jeunes gens et salua de cet air grave et doux qui lui était particulier. Son salut s'adressa surtout à De Wardes, qu'il ne connaissait point, et dont les traits s'étaient armés d'une étrange froideur en voyant apparaître Raoul. « Mon ami, dit-il à De Guiche, je viens te demander ta compagnie. Nous partons pour le Havre, je présume. »« Ah, c'est au mieux, c'est charmant, nous allons faire un merveilleux voyage. Monsieur Malicorne, monsieur de Bragelonne. Ah, monsieur De Wardes, que je te présente. » Les jeunes gens échangèrent un salut compassé. Les deux natures semblaient dès l'abord disposées à se discuter l'une l'autre. De Wardes était souple, fin, dissimulé. Raoul, sérieux, élevé, droit. « Mais nous d'accord, De Wardes et moi, Raoul. »« À quel propos ?
À propos de noblesse. Qui s'y connaîtra si ce n'est un Grammont? Je ne te demande pas de compliments, je te demande ton avis. Encore faut-il que je connaisse l'objet de la discussion. De Wardes prétend que l'on fait abus de titre. Moi, je prétends que le titre est inutile à l'homme. Et tu as raison, dit tranquillement de Bragelonne. Mais moi aussi, reprit de Wardes avec une espèce d'obstination. Moi aussi, monsieur le vicomte, je prétends que j'ai raison. Que disiez-vous, monsieur? Je disais, moi, que l'on fait tout ce qu'on peut en France pour humilier les gentilshommes. Et qui donc cela? Demanda Raoul. Le roi lui-même. Il s'entoure de gens qui ne feraient pas preuve de 4 quartiers. Allons donc, fit de Guiche. Je ne sais pas où diable vous avez vu cela, de Wardes. Un seul exemple. Et de Wardes couvrit Bragelonne tout entier de son regard. Dis, sais-tu qui vient d'être nommé capitaine général des mousquetaires, charge qui vaut plus que la pairie, charge qui donne le pas sur les maréchaux de France? Raoul commença de rougir, car il voyait où de Wardes en voulait venir. Non, qui a-t-on nommé? Il n'y a pas longtemps, en tout cas, car il y a 8 jours la charge était encore vacante. À telle enseigne que le roi l'a refusée à monsieur, qui la demandait pour un de ses protégés. Eh bien, mon cher, le roi l'a refusée au protégé de monsieur pour la donner au chevalier d'Artagnan, à un cadet de Gascogne qui a traîné l'épée 30 ans dans les antichambres. Pardon, monsieur, si je vous arrête, dit Raoul en lançant un regard plein de sévérité à de Wardes. Mais vous me faites l'effet de ne pas connaître celui dont vous parlez. Je ne connais pas monsieur d'Artagnan? Eh, mon Dieu, qui donc ne le connaît pas? Ceux qui le connaissent, monsieur, reprit Raoul avec plus de calme et de froideur, sont tenus de dire que, s'il n'est pas aussi bon gentilhomme que le roi, ce qui n'est point sa faute, il égale tous les rois du monde en courage et en loyauté. Voilà mon opinion à moi, monsieur, et Dieu merci, je connais monsieur d'Artagnan depuis ma naissance. De Wardes allait répliquer, mais de Guiche l'interrompit. Chapitre 82. Le portrait de madame. La discussion allait s'aigrir, de Guiche l'avait parfaitement compris. En effet, il y avait dans le regard de Bragelonne quelque chose d'instinctivement hostile. Il y avait dans celui de Wardes quelque chose comme un calcul d'agression. Sans se rendre compte des divers sentiments qui agitaient ses deux amis, de Guiche songea à parer le coup qu'il sentait prêt à être porté par l'un ou l'autre, et peut-être par tous les deux. « Messieurs, dit-il, nous devons nous quitter. Il faut que je passe chez monsieur. Prenons nos rendez-vous. Toi, de Wardes, viens avec moi au Louvre. Toi, Raoul, demeure le maître de la maison, et comme tu as le conseil de tout ce qui se fait ici, tu donneras le dernier coup d'œil à mes préparatifs de départ. » Raoul, en homme qui ne cherche ni ne craint une affaire, fit de la tête un signe d'assentiment et s'assit sur un banc au soleil. « C'est bien, dit de Guiche, reste là, Raoul, et fais-toi montrer les 2 chevaux que je viens d'acheter. Tu me diras ton sentiment, car je ne les ai achetés qu'à la condition que tu ratifierais le marché. À propos, pardon, j'oubliais de te demander des nouvelles de monsieur le comte de la Fère. » Et tout en prononçant ces derniers mots, il observait de Wardes et essayait de saisir l'effet que produirait sur lui le nom du père de Raoul. « Merci, répondit le jeune homme. Monsieur le comte se porte bien. » Un éclair de haine passa dans les yeux de Wardes. De Guiche ne parut pas remarquer cette lueur funèbre, et allant donner une poignée de main à Raoul, « C'est convenu, n'est-ce pas, Bragelonne, dit-il. Tu viens nous rejoindre dans la cour du Palais-Royal. » Puis, faisant signe de le suivre à de Wardes, qui se balançait tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre, « Nous partons, dit-il. Venez, monsieur Malicorne. » Ce nom fit tressaillir Raoul. Il lui sembla qu'il avait déjà entendu prononcer ce nom une fois, mais il ne put se rappeler dans quelle occasion. Tandis qu'il cherchait, moitié rêveur, moitié irrité de sa conversation avec de Wardes, les 3 jeunes gens s'acheminaient vers le Palais-Royal où logeait monsieur. Malicorne comprit 2 choses. La première, c'est que les jeunes gens avaient quelque chose à se dire. La seconde, c'est qu'ils ne devaient pas marcher sur le même rang qu'eux. Il demeura en arrière. « Êtes-vous fou ?» dit de Guiche à son compagnon lorsqu'ils eurent fait quelques pas hors de l'hôtel de Grammont. « Vous attaquez monsieur d'Artagnan, et cela devant Raoul. »« Eh bien, après ?» fit de Wardes. « Comment, après ?»«
Sans doute est-il défendu d'attaquer monsieur de D'Artagnan. Mais vous savez bien que monsieur d'Artagnan fait le quart de ce tout si glorieux et si redoutable qu'on appelait les mousquetaires. Soit, mais je ne vois pas pourquoi cela peut m'empêcher de haïr monsieur d'Artagnan. Que vous a-t-il fait? Oh, à moi, rien. Alors, pourquoi le haïr? Demandez cela à l'ombre de mon père. En vérité, mon cher de Wardes, vous m'étonnez. Monsieur d'Artagnan n'est point de ces hommes qui laissent derrière eux une inimitié sans apurer leur compte. Votre père, m'a-t-on dit, était de son côté haut la main. Or, il n'est si rudes inimitiés qui ne se lavent dans le sang d'un bon et loyal coup d'épée. Que voulez-vous, cher ami? Cette haine existait entre mon père et monsieur d'Artagnan. Il m'a, tout enfant, entretenu de cette haine, et c'est un legs particulier qu'il m'a laissé au milieu de son héritage. Et cette haine avait pour objet monsieur d'Artagnan seul? Oh, monsieur d'Artagnan était trop bien incorporé dans ses trois amis pour que le trop-plein n'en rejaillît pas sur eux. Elle est de mesure, croyez-moi, à ce que les autres, le cas échéant, n'aient point à se plaindre de leur part. De Guiche avait les yeux fixés sur de Wardes. Il frissonna en voyant le pâle sourire du jeune homme. Quelque chose comme un pressentiment fit tressaillir sa pensée. Il se dit que le temps était passé des grands coups d'épée entre gentilshommes, mais que la haine, en s'extravasant au fond du cœur, au lieu de se répandre au dehors, n'en était pas moins de la haine, que parfois le sourire était aussi sinistre que la menace, et qu'en un mot, enfin, après les pères qui s'étaient haïs avec le cœur et combattus avec le bras, viendraient les fils, qu'eux aussi se haïraient avec le cœur, mais qu'ils ne se combattraient plus qu'avec l'intrigue ou la trahison. Or, comme ce n'était point Raoul qu'il soupçonnait de trahison ou d'intrigue, ce fut pour Raoul que de Guiche frissonna. Mais tandis que ces sombres pensées obscurcissaient le front de Guiche, de Wardes était redevenu complètement maître de lui-même. « Au reste, dit-il, ce n'est pas que j'en veuille personnellement à monsieur de Bragelonne, je ne le connais pas. En tout cas, de Wardes, dit de Guiche avec une certaine sévérité, n'oubliez pas une chose, c'est que Raoul est le meilleur de mes amis. » De Wardes s'inclina. La conversation en demeura là, quoique de Guiche fit tout ce qu'il put pour lui tirer son secret du cœur. Mais de Wardes avait sans doute résolu de n'en pas dire davantage, et il demeura impénétrable. De Guiche se promit d'avoir plus de satisfaction avec Raoul. Sur ces entrefaites, on arriva au palais royal, qui était entouré d'une foule de curieux. La maison de monsieur attendait ses ordres pour monter à cheval et faire escorte aux ambassadeurs chargés de ramener la jeune princesse. Ce luxe de chevaux, d'armes et de livrées compensait en ce temps-là, grâce au bon vouloir des peuples et aux traditions de respectueux attachement pour les rois, les énormes dépenses couvertes par l'impôt. Mazarin avait dit « Laissez-les chanter pourvu qu'ils paient ». Louis XIV disait « Laissez-les voir ». La vue avait remplacé la voix. On pouvait encore regarder, mais on ne pouvait plus chanter. M. de Guiche laissa de Wardes et Malicorne au pied du grand escalier, mais lui, qui partageait la faveur de monsieur avec le chevalier de Lorraine, qui lui faisait les blanches dents, mais ne pouvait le souffrir, il monta droit chez monsieur. Il trouva le jeune prince qui se mirait en se posant du rouge. Dans l'angle du cabinet, sur des coussins, monsieur le chevalier de Lorraine était étendu, venant de faire friser ses longs cheveux blonds, avec lesquels il jouait comme eût fait une femme. Le prince se retourna au bruit et, apercevant le comte, « Ah, c'est toi, Guiche, dit-il. Viens ça, et dis-moi la vérité. »« Oui, monseigneur, vous savez que c'est mon défaut. »« Figure-toi, Guiche, que ce méchant chevalier me fait de la peine. » Le chevalier haussa les épaules. « Et comment cela ?» demanda de Guiche. « Ce n'est pas l'habitude de monsieur le chevalier. »« Eh bien, il prétend, continua le prince, il prétend que mademoiselle Henriette est mieux comme femme que je ne suis comme homme. »« Prenez garde, monseigneur, dit de Guiche en fronçant le sourcil. Vous m'avez demandé la vérité. »« Oui, dit monsieur, presque en tremblant. »« Eh bien, je vais vous la dire. »« Ne te hâte pas, Guiche, s'écria le prince. Tu as le temps. Regarde-moi avec attention et rappelle-toi bien madame. D'ailleurs, voici son portrait. Tiens. » Et il lui tendit la miniature du plus fin travail. De Guiche prit le portrait et le considéra longtemps. « Sur ma foi, dit-il, voilà, monseigneur, une adorable figure. »
Mais regarde-moi à mon tour, regarde-moi donc, s'écria le prince, essayant de ramener à lui l'attention du comte, absorbé tout entière par le portrait. En vérité, c'est merveilleux, murmura De Guiche. Et ne dirait-on pas, continua monsieur, que tu n'as jamais vu cette petite fille? Je l'ai vue, monseigneur, c'est vrai, mais il y a 5 ans de cela, et il s'opère de grands changements entre une enfant de 12 ans et une jeune fille de 17. Enfin, ton opinion, dis-la, parle, voyons. Mon opinion est que le portrait doit être flatté, monseigneur. Oh, d'abord, oui, dit le prince triomphant. Il l'est certainement, mais enfin, suppose qu'il ne soit point flatté, et dis-moi ton avis. Monseigneur, votre Altesse est bien heureuse d'avoir une si charmante fiancée. Soit, c'est ton avis sur elle, mais sur moi. Mon avis, monseigneur, est que vous êtes beaucoup trop beau pour un homme. Le chevalier de Lorraine se mit à rire aux éclats. Monseigneur comprit tout ce qu'il y avait de sévère pour lui dans l'opinion du comte de Guiche. Il fronça le sourcil. « J'ai des amis peu bienveillants, dit-il. » De Guiche regarda encore le portrait, mais après quelques secondes de contemplation, le rendant avec effort à monsieur. « Décidément, dit-il, monseigneur, j'aimerais mieux contempler 10 fois votre Altesse qu'une fois de plus madame. » Sans doute, le chevalier vit quelque chose de mystérieux dans ces paroles qui restèrent incomprises du prince, car il s'écria « Eh bien, mariez-vous donc !» Monsieur continua à se mettre du rouge, puis, quand il eut fini, il regarda encore le portrait, puis se mira dans la glace et sourit. Sans doute, il était satisfait de la comparaison. « Au reste, tu es bien gentil d'être venu, dit-il à De Guiche. Je craignais que tu ne partisses sans venir me dire adieu. Monseigneur me connaît trop pour croire que j'eusse commis une pareille inconvenance. Et puis, tu as bien quelque chose à me demander avant de quitter Paris. Eh bien, votre Altesse a deviné juste. J'ai, en effet, une requête à lui présenter. Bon, parle. » Le chevalier de Lorraine devint tout yeux et tout oreille. Il lui semblait que chaque grâce obtenue par un autre était un vol qui lui était fait. Et comme De Guiche hésitait, « Est-ce de l'argent ?» demanda le prince. « Cela tomberait à merveille. Je suis richissime. Monsieur le surintendant des finances m'a fait remettre 50 000 pistoles. »« Merci à votre Altesse, mais il ne s'agit pas d'argent. »« Et de quoi s'agit-il, voyons ?»« D'un brevet de fille d'honneur. »« Tudieu, Guiche, quel protecteur tu fais ?» dit le prince avec dédain. « Ne me parleras-tu donc jamais que de Péronnelle ?» Le chevalier de Lorraine sourit. Il savait que c'était déplaire à monseigneur que de protéger les dames. « Monseigneur, dit le comte, ce n'est pas moi qui protège directement la personne dont je viens de vous parler, c'est un de mes amis. »« Ah, c'est différent. Et comment se nomme la protégée de ton ami ?»« Mademoiselle de la Baume, le Blanc de la Vallière, déjà fille d'honneur de madame Douairière. »« Fi, une boiteuse, dit le chevalier de Lorraine en s'allongeant sur son coussin. « Une boiteuse ?» répéta le prince. « Madame aurait cela sous les yeux. Ma foi, non, ce serait trop dangereux pour ses grossesses. » Le chevalier de Lorraine éclata de rire. « Monsieur le chevalier, dit De Guiche, ce que vous faites là n'est point généreux. Je sollicite et vous me nuisez. »« Ah, pardon, monsieur le comte, dit le chevalier de Lorraine, inquiet du ton avec lequel le comte avait accentué ses paroles. Telle n'était pas mon intention. Et, au fait, je crois que je confonds cette demoiselle avec une autre. Assurément, et je vous affirme, moi, que vous confondez. Voyons, y tiens-tu beaucoup, Guiche ? Demanda le prince. Beaucoup, monseigneur. Eh bien, accordé. Mais ne me demande plus de brevet, il n'y a plus de place. Ah, s'écria le chevalier, midi déjà, c'est l'heure fixée pour le départ. Vous me chassez, monsieur ? Demanda De Guiche. Oh, comte, comme vous me maltraitez aujourd'hui, répondit affectueusement le chevalier. Pour Dieu, comte, pour Dieu, chevalier, dit monsieur. Ne vous disputez donc pas ainsi. Ne voyez-vous pas que cela me fait de la peine ? Ma signature ? Demanda De Guiche. Prends un brevet dans ce tiroir et donne-le-moi. De Guiche prit le brevet indiqué d'une main et de l'autre présenta à monsieur une plume toute trempée dans l'encre. Le prince signa. « Tiens, dit-il, en lui rendant le brevet, mais c'est à une condition. »« Laquelle ? » ?»« C'est que tu feras ta paix avec le chevalier. »« Volontiers,
dit De Guiche, et il tendit la main au chevalier avec une indifférence qui ressemblait à du mépris. « Allez, comte, dit le chevalier, sans paraître aucunement remarquer le dédain du comte. Allez, et ramenez-nous une princesse qui ne jase pas trop avec son portrait. Oui, pars et fais diligence. À propos, qui emmènes-tu? Bragelonne et De Wardes. Deux braves compagnons. Trop braves, dit le chevalier. Tâchez de les ramener tous deux, comte. Vilain cœur, murmura De Guiche. Il flaire le mal partout et avant tout. Puis, saluant monsieur, il sortit. En arrivant sous le vestibule, il éleva en l'air le brevet tout signé. Malicorne se précipita et le reçut tout tremblant de joie. Mais, après l'avoir reçu, De Guiche s'aperçut qu'il attendait quelque chose encore. « Patience, monsieur, patience, dit-il à son client. Mais monsieur le chevalier était là, et j'ai craint d'échouer si je demandais trop à la fois. Attendez donc à mon retour. Adieu. »« Adieu, monsieur le comte. Mille grâces, dit Malicorne. Et envoyez-moi Manicamp. À propos, est-ce vrai, monsieur, que mademoiselle de la Vallière est boiteuse ?» Au moment où il prononçait ces mots, un cheval s'arrêtait derrière lui. Il se retourna et vit pâlir Bragelonne, qui entrait au moment même dans la cour. Le pauvre amant avait entendu. Il n'en était pas de même de Malicorne, qui était déjà hors de la portée de la voix. « Pourquoi parle-t-on ici de Louise ?» se demanda Raoul. « Oh, qu'il n'arrive jamais à ce De Wardes qui sourit là-bas de dire un mot d'elle devant moi. »« Allons, allons, messieurs !» cria le comte de Guiche. « En route !» En ce moment, le prince, dont la toilette était terminée, parut à la fenêtre. Toute l'escorte le salua de ses acclamations, et 10 minutes après, bannière, écharpe et plumes, à l'ondulation du galop des coursiers.